La cantine de Xerion Prime était sombre et enfumée. Une musique étrange émanait d'enceintes dissimulées, tandis que des créatures d'une myriade de mondes buvaient et bavardaient. Dans le coin le plus reculé, à l'écart de l'agitation, se tenait une silhouette qui incitait les autres clients à détourner rapidement le regard. Impossible d'ignorer Kitvar. Son bras gauche avait disparu, sectionné net à l'épaule. Des cicatrices de brûlure couvraient la moitié de son visage, donnant à sa peau chitineuse l'apparence de plastique fondu. Son œil valide, voilé, se mouvait lentement tandis qu'il observait la pièce. 3 bouteilles vides trônèrent sur sa table, et il s'apprêtait à entamer une 4e. La plupart des êtres dans la cantine savaient qui il était. Kitvar avait participé à la guerre humaine il y a 15 ans. Il était l'un des rares soldats zapyriens à être revenu vivant, mais il n'en parlait jamais. Il se contentait de boire seul et de faire fuir quiconque essayait de s'asseoir près de lui. Ce soir était différent. Un groupe de jeunes soldats zéériens entra dans la cantine. Ils portèrent des uniformes fraîchement ajustés et marchaient avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais connu la véritable confrontation. Leur chef était une femme de grande taille nommée Ziltak. Ses écailles, d'un vert éclatant, étaient vierges de toute cicatrice de combat. Elle repéra Kitvar immédiatement. « Regardez » murmura-t-elle à ses compagnons. « C'est le vétéran de guerre fou dont tout le monde parle. J'ai entendu dire qu'il avait perdu l'esprit en combattant une espèce primitive, » ajouta un autre soldat. « Comme c'est pathétique. »« Les humains, » dit Ziltak avec un rire. « J'ai lu les rapports. Ils maîtrisaient à peine le voyage spatial quand nous les avons découverts. Pas d'armes à énergie, pas de bouclier, rien d'avancé. Comment quiconque pourrait-il perdre contre de telles créatures arriérées ? Le groupe rit et se dirigea vers la table de Kitvar. Ils avaient bu avant d'arriver, et l'alcool les rendait audacieux. « Hé, vieux soldat !» lança Ziltak. « Nous voulons entendre des récits de guerre. Parlez-nous de ces terribles humains dont tout le monde chuchote. » Kitvar ne leva pas les yeux. Il but une nouvelle gorgée de sa bouteille et les ignora. « Allons, » dit un autre soldat. « Nous partons en mission de patrouille près de l'espace humain le mois prochain. Donnez-nous des conseils pour combattre ces primitifs. »« Oui, » ajouta Ziltak. « À quel point cela peut-il être difficile ? Nos armes à plasma traverseront leurs vaisseaux métalliques comme du papier. Nos boucliers arrêteront leurs simples armes à projectiles. Ce devrait être facile. » La main cicatrisée de Kitvar se crispa autour de sa bouteille. Pourtant, il ne dit rien. « Je parie que toutes ces histoires sont des mensonges, » poursuivit Ziltak, haussant le ton. « Il est impossible qu'une espèce qui vient d'apprendre à voyager entre les planètes puisse menacer le puissant empire zapérien. Vous vous êtes probablement blessé dans un accident et vous accusez les humains pour sauver la face. » Cela fit lever le regard à Kitvar. Son œil valide se fixa sur Ziltak avec une intensité qui la fit reculer. Quand il parla, sa voix était rugueuse et discrète. « Vous pensez que je mens ? » ?»« Eh bien, » dit Ziltak, tentant de paraître sûr d'elle. « Les faits parlent d'eux-mêmes. Les humains n'ont pas de technologie avancée. Ils se battent probablement encore avec des bâtons et des pierres sur la plupart de leur monde. Comment pourraient-ils faire du mal à qui que ce soit ? » Kitvar se leva lentement. Il était plus grand que les jeunes soldats, et son apparence cicatrisée le faisait ressembler à une apparition cauchemardesque. La cantine devint plus silencieuse, alors que les autres clients percevèrent la tension. « Asseyez-vous, » dit Kitvar. Ce n'était pas une demande. Les jeunes soldats se regardèrent, incertains. Ziltak voulait partir, mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer devant ses amis. « Nous nous asseyons, » dit-elle, « mais seulement si vous nous dites la vérité sur les humains. Pas d'histoires effrayantes pour nous impressionner. » Kitvar fit un geste vers les chaises autour de sa table. Les soldats s'assirent nerveusement. Il commanda une autre tournée de boissons pour tous, bien que ses mains tremblassent légèrement en le faisant. « Vous voulez savoir ce qu'il en est des humains ?» demanda Kitvar.
Vous voulez vraiment savoir à quoi vous ferez face si vous les rencontrez un jour au combat? Oui, dit Ziltak, bien que sa voix fût moins assurée. Kitvar but une longue gorgée. Ses yeux se perdirent dans le lointain, se remémorant des choses qu'il aurait préféré oublier. « J'étais commandant de vaisseau, commença-t-il. J'avais mon propre croiseur et un équipage de 300 personnes. Je pensais être préparé à tout. L'armée zapyrienne m'avait formé pendant 15 ans. Je connaissais toutes les armes, toutes les tactiques, toutes les stratégies utilisées par chaque espèce connue dans la galaxie. » Il marqua une pause et regarda attentivement chaque jeune soldat. Rien de tout cela ne m'avait préparé aux humains. « Mais ils sont primitifs, protesta un soldat. C'est ce que nous pensions, dit Katvar. C'est ce que nos rapports de renseignement nous disaient. C'est ce que nos dirigeants croyaient. Nous pensions conquérir une espèce faible qui se rendrait après une seule bataille. Sa voix s'adoucit, forçant les soldats à se pencher pour l'entendre. Nous nous étions trompés sur tout. La cantine parut s'assombrir encore plus autour de leur table. Les autres clients avaient cessé de parler et écoutèrent les paroles de Ketar. La première chose que vous devez comprendre à propos des humains, continua Katvar, c'est qu'ils ne se battent pas comme les autres espèces. Ils ne suivent pas les règles. Ils ne se soucient ni de l'honneur, ni de la tradition, ni de faire preuve de miséricorde envers les ennemis vaincus. « Que voulez-vous dire » demanda Ziltak. « Je veux dire qu'ils se battent pour gagner, pas pour acquérir du territoire, des ressources ou un avantage politique. Ils se battent pour détruire complètement leurs ennemis, et ils utiliseront n'importe quelle méthode, n'importe quelle arme, n'importe quel sacrifice pour atteindre la victoire. » La main restante de Kavar traça les cicatrices sur son visage. « J'ai appris cela à mes dépens, nous tous d'ailleurs. Chaque Zapérian qui a combattu les humains et a survécu est revenu changé. La plupart n'ont même pas survécu du tout. Vous essayez de nous faire peur, dit un autre soldat, mais sa voix manquait de conviction. Tant mieux, répondit Ketar. Vous devriez avoir peur. La peur pourrait bien vous maintenir en vie si jamais vous les affrontez. Il se pencha en arrière sur sa chaise et examina les jeunes visages autour de lui. Ils semblaient si confiants, si sûrs de leur supériorité, tout comme lui l'avait été 16 ans auparavant. « Voulez-vous vraiment entendre cela » demanda-t-il. « Une fois que je commencerai à vous parler des humains, vous ne pourrez pas l'effacer de votre mémoire. Vous comprendrez pourquoi la guerre s'est terminée comme elle l'a fait. Vous saurez pourquoi notre empire a signé un traité de paix au lieu de terminer la conquête. » Ziltak déglutit difficilement mais hocha la tête. « Dites-nous. » Kevar prit sa bouteille et en vida le reste. Puis il commença à parler, sa voix portant le poids de souvenirs terrifiants. Tout a commencé par ce qui aurait dû être une simple mission de premier contact. Nous avons découvert leur monde natal et envoyé une flotte de reconnaissance pour évaluer leurs capacités militaires. Je faisais partie de cette flotte. Nous pensions répertorier leurs armes primitives et planifier une invasion facile. Son œil se perdit dans le lointain alors qu'il se souvenait. Au lieu de cela, nous avons rencontré quelque chose qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur la guerre. Kavar commanda une autre bouteille avant de poursuivre son récit. Le jeune soldat s'assit tranquillement autour de la table, attendant qu'il parle. La cantine était devenue silencieuse, à l'exception de la douce musique de fond. Il y a 16 ans, notre flotte de reconnaissance est sortie de l'hyperespace aux confins du système solaire humain, commença Kedvar. Nous avions 12 vaisseaux, tous équipés de la dernière technologie zéérienne. Canons à plasma, boucliers énergétiques, capteurs capables de détecter un simple chasseur à 1 million de kilomètres de distance. Il but 3 nouvelles gorgées et continua. Les humains nous ont détectés immédiatement, non pas avec des capteurs avancés, mais avec des radiotélescopes primitifs sur leur monde natal. En quelques heures, tout leur système grouillait de communication. Nous avons intercepté des milliers de messages entre leurs vaisseaux et leur planète. « Qu'est-ce qu'ils disaient » demanda Ziltak. La plupart, c'était de la panique, admit Katar. Mais une partie était de la préparation. Ils organisaient leur défense et rappelaient tous les vaisseaux qu'ils avaient.
Leur flotte entière ne comptait qu'environ 30 vaisseaux, et la plupart étaient des cargos ou des vaisseaux miniers convertis à des fins militaires. L'un des jeunes soldats rit. 30 vaisseaux contre 12, et c'étaient des vaisseaux civils convertis. Qatar ne sourit pas. C'est ce que nous pensions, nous aussi. Notre commandant, l'amiral Vort, a décidé de prendre contact. Il voulait démontrer notre technologie supérieure et forcer leur reddition immédiate. La voix du vétéran s'assombrit. Les humains ont envoyé un seul vaisseau à notre rencontre, un petit navire appelé le Defiant, commandé par un humain nommé Jake Morrison. Quand il est apparu sur nos écrans, nous avons presque ri. Il mesurait à peine 100 mètres de long, fait de simples plaques de métal soudées. Pas de boucliers énergétiques, pas d'armes à plasma, juste des lanceurs de projectiles cinétiques et des fusées chimiques. Ça a l'air inoffensif, dit un autre soldat. C'est ce que l'amiral Vort a pensé. Il a ouvert les communications et a exigé leur reddition. La réponse du capitaine Morrison a été inattendue. Kithvar marqua une pause, se souvenant du moment qui avait tout changé. Morrison avait lâché « Vaisseau inconnu, vous êtes entré dans l'espace humain sans permission. Retirez-vous immédiatement ou nous vous considérerons hostile. » L'amiral Vort éclata de rire et dit à Morrison que la résistance était vaine. Nos vaisseaux étaient manifestement supérieurs. « Qu'a fait Morrison » demanda Ziltak. Il a attaqué. Les mots simples planèrent dans l'air, telle une menace. Un petit vaisseau humain contre toute notre flotte. Morrison a tiré toutes ses armes et a accéléré directement vers le vaisseau amiral de l'amiral Vort. Ces missiles primitifs ont rebondi inoffensivement sur nos boucliers, comme nous nous y attendions. L'œil de Qatar s'éteignit alors qu'il revivait le souvenir. Mais Morrison n'essayait pas de nous détruire avec des missiles. Il les utilisait comme diversion. Pendant que nos artilleurs abattaient ces projectiles, le vaisseau de Morrison a plongé derrière un astéroïde voisin. Nos capteurs l'ont perdu de vue pendant exactement 12 secondes. 12 secondes, ce n'est pas très long, observa un soldat. C'était suffisant. Morrison a utilisé ces 12 secondes pour calculer quelque chose qu'aucun commandant zapérian n'aurait jamais tenté. Il a mis les moteurs de son vaisseau à puissance maximale et s'est catapulté autour du puits de gravité de l'astéroïde. La manœuvre aurait dû être impossible pour un vaisseau de cette taille. Kithvar prit une autre gorgée. Le vaisseau de Morrison est sorti de cette catapulte, se déplaçant à près de 10% de la vitesse de la lumière. Il a visé directement notre croiseur de commandement et a activé un dispositif que nous n'avions jamais vu auparavant. « Quel genre de dispositif » demanda Ziltak. « Une bombe nucléaire. » Morrison avait attaché l'explosif le plus puissant que son espèce pouvait fabriquer à l'avant de son vaisseau, transformant ainsi l'intégralité de l'appareil en un missile guidé. Les jeunes soldats fixaient Kithvar avec incrédulité. « Il a utilisé son propre vaisseau comme une arme » demanda l'un d'eux. Non seulement son vaisseau, mais lui-même et tout son équipage. 43 humains sont morts dans cette attaque, y compris Morrison. Mais ils ont emporté avec eux le vaisseau amiral de l'amiral Vort, notre croiseur le plus avancé, détruit par des êtres soi-disant primitifs. La voix de Kithvar se fit plus douce. Ce fut notre première leçon sur les humains. Ils ne se battent pas seulement pour gagner. Ils se battent pour gagner même si cela doit leur coûter la vie. C'était sûrement inhabituel, dit Ziltak. Un capitaine fou ne représente pas une espèce entière. C'est ce que nous pensions aussi. Les vaisseaux humains restants sont apparus alors que nous gérions encore l'explosion. Leur chef était une femme nommée Amy Parker, l'officier tactique de Morrison. Elle avait survécu parce qu'elle se trouvait sur un autre vaisseau. Le visage cicatrisé de Qatar se tordit en ce qui aurait pu être du respect. Parker prit le commandement de la flotte humaine et lança immédiatement une attaque. Mais elle n'attaqua pas comme n'importe quelle espèce civilisée l'aurait fait. Pas de vol en formation. Pas de schéma prévisible, pas de tentative pour minimiser les pertes. « Comment a-t-elle attaqué » demanda un autre soldat. « Comme une meute d'animaux sauvages. Les vaisseaux humains se séparèrent et nous attaquèrent de toutes les directions. Ils se servirent des astéroïdes comme couverture, se cachant derrière les rochers et frappant sans que nous puissions les voir venir.
Ils coordonnèrent leurs attaques avec une précision chirurgicale, frappant nos boucliers aux mêmes endroits, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Qatar secoua la tête en se remémorant. Mais le pire fut ce qu'ils firent lorsque nous endommageâmes leur vaisseau. N'importe quelle espèce normale se serait repliée pour tenter de sauver ses appareils. Les humains, eux, firent l'inverse. « Que voulez-vous dire » demanda Ziltak. Si un vaisseau humain était trop endommagé pour combattre efficacement, l'équipage surchargeait ses moteurs et le lançait sur le vaisseau zéhirien le plus proche. Il transformait chaque vaisseau désemparé en une autre bombe guidée. Les jeunes soldats étaient assis, sidérés, dans un silence de stupeur. Nous avons perdu 3 croiseurs ce jour-là. Keitvar poursuivit, non pas à cause d'une technologie supérieure ou d'un nombre écrasant. Nous les avons perdus face à des humains qui ont choisi de mourir plutôt que de nous laisser gagner, mais vous avez certainement fini par les vaincre. Un soldat dit, « Vous aviez de meilleures armes et des boucliers. » Nous les avons repoussés, admit Qatar. Mais cela nous a coûté la moitié de notre flotte, et nous avons appris quelque chose qui a terrifié nos commandants. Quoi ? Les humains n'utilisaient même pas leur flotte principale. Les vaisseaux qui nous ont presque détruits n'étaient qu'un groupe de patrouilles. Leur véritable armée protégeait toujours leur monde d'origine. Qatar termina sa boisson et regarda chaque jeune soldat. C'est à ce moment-là que nos dirigeants ont réalisé que cela ne serait pas une simple conquête. Les humains nous avaient montré qu'ils se battraient avec une désespoir et une créativité que nous n'avions jamais rencontrées. Chaque bataille nous coûterait des vaisseaux et des vies. Alors, qu'a fait l'Empire ? Demanda Ziltak. Ils ont envoyé davantage de vaisseaux, beaucoup plus de vaisseaux. Nos dirigeants pensaient qu'un nombre écrasant résoudrait le problème. L'œil restant de Qatar s'assombrit d'une connaissance terrifiante. Ils se sont encore trompés. Les humains ne faisaient que commencer. La cantine était devenue totalement silencieuse. Les autres clients avaient interrompu leur conversation pour écouter l'histoire de Qatar. Le vétéran le remarqua, mais continua à parler quand même. Certaines histoires devaient être racontées. Après le désastre du premier contact, nos chefs militaires ont décidé d'une nouvelle stratégie. Qatar dit, au lieu d'attaquer la Terre directement, ils devaient capturer des positions stratégiques dans le système solaire humain. La première cible était leur base lunaire. Il fit signe pour une autre boisson, mais le serveur était trop effrayé pour s'approcher de la table. L'un des jeunes soldats alla chercher la bouteille à la place. La base Luna était la principale station militaire humaine en dehors de leur monde d'origine. Des rapports de renseignement indiquaient qu'elle comptait environ 200 personnes et des défenses minimales. Nos commandants pensaient qu'elle serait facile à capturer. 200 humains contre combien de nos troupes ? Demanda Ziltak. 2000. Nous avions un nombre écrasant et une puissance de feu supérieure. La base était construite dans des tunnels souterrains sous la surface lunaire. Notre plan était simple. Entourer la base, couper leurs approvisionnements et leurs communications, puis exiger leur reddition. Qatar se servit un autre verre de sa main restante. Je faisais partie de la force d'assaut terrestre. Nous avons débarqué nos troupes à des distances sûres de la base et établi un périmètre. Puis nous avons envoyé une demande de reddition au commandant humain, une femme nommée Lisa Hayes. A-t-elle capitulé ? Demanda un soldat. La réponse de Hayes fut donnée par l'un de leurs transmetteurs radio primitifs. Elle dit « Forces zafériennes, vous empiétez sur le territoire humain. Retirez-vous immédiatement ou affrontez les conséquences. » Les jeunes soldats semblèrent confus. « Conséquences ?» demanda un autre. Quelles conséquences 200 humains pouvaient-ils nous faire craindre ? C'est exactement ce qu'a demandé notre commandant terrestre. Le général Krax a ordonné à nos forces d'avancer sur la base. Nous nous attendions à submerger leurs défenses en quelques heures. La voix de Qatar devint sombre. Les humains avaient été occupés pendant le temps que nous avons mis à atterrir et à nous organiser. Ils avaient transformé toute leur base en un piège. Quel genre de piège ? La base était construite dans des systèmes de grottes naturelles sous la surface lunaire. Les humains connaissaient chaque tunnel, chaque chambre, chaque cachette possible. Nous ne savions rien. Qatar toucha inconsciemment son visage cicatrisé. Lorsque nos troupes sont entrées dans les systèmes de tunnels, les humains attendaient.
mais ils ne se battaient pas comme des soldats. Ils se battaient comme des créatures défendant leur tanière. Comment ça? Ils avaient retiré tout l'éclairage des tunnels, alors nous nous battions dans l'obscurité totale. Notre équipement de vision nocturne fonctionnait, mais les humains s'étaient couverts de poussière lunaire qui les rendait presque invisibles. Ils attaquaient depuis les ombres, tuaient plusieurs soldats, puis disparaissaient avant que nous puissions réagir. Le vétéran prit une longue gorgée avant de poursuivre. Mais ce n'était pas le pire. Les humains avaient transformé tout ce qui se trouvait dans leur base en armes. Un soldat nommé Tony Rodriguez avait transformé l'équipement minier en bombes capables de percer nos armures. Il posait des charges explosives dans les murs des tunnels, puis les déclenchait lorsque nos troupes passaient. Sûrement nos effectifs supérieurs ont aidé. Zilak dit que les chiffres ne signifiaient rien dans ces tunnels. Nous ne pouvions avancer que quelques soldats à la fois, et les humains savaient exactement où nous serions. Ils avaient mis en place des points d'embuscade dans tout le système de tunnels. L'œil restant de Keitvar fixait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Les humains avaient également une docteure nommée Kate Mitchell. Elle avait synthétisé des poisons à partir de leurs fournitures médicales. Des poisons inoffensifs pour les humains, mais mortels pour la physiologie zapirienne. Mitchell enduisait les armes humaines de ces toxines, de sorte que même de petites blessures devenaient fatales. Comment pouvait-il si bien connaître notre biologie pour créer des poisons spécifiques ? Demanda un soldat. Ils avaient étudié les corps de nos soldats tués lors de la première bataille. Pendant que nous planifions notre invasion, les humains apprenaient à nous tuer plus efficacement. Les jeunes soldats se tortillèrent inconfortablement sur leur siège. Le siège a duré 4 mois. Cathar poursuivit. 4 mois de combats constants dans ces tunnels sombres. Les humains manquaient de nourriture et d'eau, mais ils refusaient de se rendre. Au lieu de cela, ils mangeaient de la pâte protéinée faite de déchets recyclés et buvaient de l'eau récupérée de leur propre fluide corporel. « C'est dégoûtant, » dit un soldat. « C'est de la survie. » Et pendant qu'ils survivaient, avec des restes, ils tuaient nos soldats chaque jour. Non pas en bataille ouverte, mais par des ruses, des pièges et une simple obstination. Keith Farourt un autre verre, mais ne le prit pas immédiatement. Les humains transformèrent tout en armes. Ils utilisèrent des meubles pour bloquer les passages et créer des goulots d'étranglement. Ils démantelèrent leurs ordinateurs et en firent des bombes. Ils utilisèrent même leurs propres couteaux de cuisine et couverts comme projectiles. « Des couteaux de cuisine ?» demanda Siltak, incrédule. La colonelle Hayes organisa son peuple en petites équipes spécialisées dans différents types d'attaques. Certaines équipes se concentraient sur le sabotage, d'autres sur l'assaut direct, d'autres encore sur la guerre psychologique. La guerre psychologique. Les humains laissaient des enregistrements jouer dans des sections de tunnels vides, des enregistrements de voix humaines parlant notre langue, disant des choses conçues pour effrayer nos soldats. Ils nous disaient qu'ils connaissaient nos noms, nos planètes d'origine, nos familles. Ils disaient qu'ils nous suivraient chez nous après la guerre et se vengeraient. Keith prit enfin son verre, mais la guerre psychologique fonctionnait dans les deux sens. Après 2 mois de combat, nos soldats avaient peur d'entrer dans les tunnels. Ils avaient vu trop de camarades disparaître dans l'obscurité et ne jamais revenir. « Et le général Krex ?» demanda un soldat. « Il a sûrement trouvé un moyen de briser le siège. Le général Craig a tout tenté. Il a pompé du gaz empoisonné dans les tunnels, mais les humains s'étaient enfermés dans des chambres de protection. Il a utilisé des explosifs pour effondrer des sections de tunnels, mais les humains ont simplement creusé de nouveaux passages. Il a même essayé d'inonder des parties de la base, mais les humains s'y étaient également préparés. » La voix de Keitvar se fit très silencieuse. Vers la fin, Kreggs a ordonné à nos troupes de ne plus faire de prisonniers. Il a dit que les humains étaient trop dangereux pour être gardés en vie, mais cela n'a fait que les faire se battre plus fort. Pourquoi ? Parce que les humains savaient qu'ils allaient mourir de toute façon. Alors, ils ont décidé d'en emmener le plus possible avec eux. Le silence s'abattit sur la table, tandis que les implications de ces paroles étaient assimilées. L'assaut final est arrivé lorsque nos renforts sont arrivés. Keitvar poursuivit. Des troupes fraîches et des armes lourdes capables de briser les défenses de la base. Nous pensions avoir enfin la puissance de feu suffisante pour mettre fin au siège. Est-ce que ça a marché ?
Nous avons percé leur défense extérieure et nous sommes frayés un chemin jusqu'à la base principale. Mais quand nous avons atteint le centre de commandement, nous n'avons trouvé que 47 humains encore en vie. 47 sur 200. Au moins, vous avez gagné, dit Ziltak. Qatar la regarda avec une sorte de pitié. Nous avons perdu plus de 1600 soldats pour prendre cette base. 1600 Apiriens tués par 200 humains piégés sous terre avec des fournitures limitées et des armes rudimentaires. Les jeunes soldats le fixèrent, choqués. Mais le pire, dit Qatar, c'est ce que nous avons trouvé dans le centre de commandement humain. La colonelle Hayes avait conservé des registres détaillés de notre assaut. Elle connaissait les noms et les grades de chaque soldat zapirien tué au combat. Elle avait étudié nos tactiques et identifié nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'elle préparait un rapport pour d'autres commandants humains. Même lorsque les siens mourèrent dans ces tunnels, Ace s'assurait que leur sacrifice aiderait d'autres humains à nous combattre plus efficacement. Qatar termina sa boisson et regarda autour de la table. C'est à ce moment-là que nos chefs militaires ont compris la vérité sur les humains. Ils ne se contentent pas de se défendre. Ils se battent pour apprendre. Chaque bataille les rend plus forts, plus intelligents et plus dangereux. Mais ce n'était sûrement pas le pire, dit un soldat avec espoir. Qatar secoua lentement la tête. Ce n'était que le début. Les humains préparaient quelque chose qui allait changer toute la guerre. À présent, toute la cantine écoutait l'histoire de Qatar. Le barman extraterrestre avait cessé de servir les autres clients et se tenait derrière le bar, suspendu à chaque mot. Les jeunes soldats paraissaient pâles et ébranlés, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'écouter. Les mains cicatrisées de Qatar tremblèrent légèrement, tandis qu'il entamait la suite de son récit. Après le désastre de la base Luna, notre haut commandement était furieux. Ils avaient perdu des milliers de soldats face à ce qu'ils considéraient encore comme une espèce primitive. L'Empire zapirien n'avait jamais été humilié de la sorte auparavant. Il marqua une pause pour rassembler ses pensées. Ils décidèrent donc de mettre fin à la guerre rapidement et de manière décisive. Ils rassemblèrent la plus grande flotte d'invasion de notre histoire. Plus de 300 vaisseaux transportant 50 000 troupes terrestres. La cible était la Terre elle-même. 50 000 soldats auraient dû suffire à conquérir n'importe quel monde, commenta Ziltak. C'est ce que nous pensions, dit Qatar. Le plan s'appelait Opération Terre Pourpre. Nous devions détruire leur défense orbitale, débarquer des troupes sur chaque continent et forcer leur reddition complète en quelques jours. L'œil restant de Qatar se fit lointain. J'étais affecté à la force d'invasion terrestre qui devait débarquer sur le continent nord de leur monde. Les rapports de renseignement indiquaient que cette zone abritait plusieurs grandes villes humaines et installations militaires. Nous nous attendions à une forte résistance, mais rien que nous ne puissions gérer. « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» demanda un soldat. « Tout. Les humains se préparaient à cette attaque depuis la fin du siège de la base Luna. Ils savaient que nous finirions par essayer d'envahir leur monde d'origine. Alors, ils ont passé des mois à se préparer. » Qatar se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre de la cantine. Les étoiles au-delà semblèrent froides et distantes. Le premier signe de problème est apparu lorsque nous sommes entrés dans le système solaire de la Terre. Nos capteurs ont détecté des milliers d'objets se déplaçant dans l'espace autour de leur monde. Nous pensions qu'il s'agissait de satellites défensifs ou de mines spatiales. Quelles étaient-elles vraiment ? Les jeunes officiers pendus à ses lèvres. Des humains, des milliers de pilotes humains et de petits chasseurs attendant d'attaquer notre flotte. Chaque chasseur était à peine assez grand pour une personne et ne transportait que des armes rudimentaires. Nos vaisseaux auraient pu détruire n'importe lequel d'entre eux facilement. Qatar se retourna vers la table. Mais il y en avait tellement et tous ont attaqué en même temps. Des petits chasseurs contre des vaisseaux capitaux ? Demanda un autre soldat. C'est du suicide. Oui, c'en était. Et les humains le savaient. Mais ils ont attaqué quand même. Des centaines de petits vaisseaux grouillaient autour de nos vaisseaux massifs, tirant tout ce qu'ils avaient avant d'être détruits. Le vétéran se rassit lourdement. Les pilotes de chasse étaient dirigés par une humaine nommée Claire Thompson. Elle coordonnait l'attaque à l'aide de communications radio primitives, dirigeant des vagues de chasseurs
contre des cibles spécifiques sur nos vaisseaux. Ont-ils causé beaucoup de dégâts? Au début, non. Nos boucliers ont résisté à leurs armes simples, mais Thomson avait étudié notre technologie pendant les mois de préparation. Elle savait exactement où nos vaisseaux étaient vulnérables. La voix de Qatar se fit plus douce. Les chasseurs humains n'essayaient pas de détruire nos vaisseaux avec leurs armes. Ils ciblaient nos systèmes de capteurs et nos équipements de communication. Après la première vague d'attaques, la moitié de notre flotte était aveugle et incapable de se coordonner. Astucieux, admit Ziltak à contre-cœur. Ça a empiré. La deuxième vague de chasseurs transportait des bombes à impulsions électromagnétiques, de petits dispositifs capables de désactiver nos systèmes électroniques, s'ils s'approchaient suffisamment de nos vaisseaux. Comment pouvaient-ils s'approcher suffisamment? En faisant s'écraser leurs chasseurs contre nos coques. Les pilotes de Thomson faisaient accélérer leurs petits vaisseaux à vitesse maximale et s'écrasaient directement sur nos vaisseaux. Les impulsions électromagnétiques surchargeaient nos systèmes et laissaient des sections entières de nos vaisseaux sans énergie. Les jeunes soldats semblaient horrifiés. Ils se sont tués juste pour endommager vos systèmes électroniques. Pas seulement endommager, désactiver. Un vaisseau de guerre zappyrien sans énergie n'est qu'une boîte métallique flottante, et les humains s'étaient préparés à cela aussi. Qatar prit une autre boisson avant de continuer. La troisième vague de chasseurs transportait des bombes nucléaires. Alors que nos vaisseaux étaient désactivés et impuissants, des pilotes humains faisaient voler leurs chasseurs directement dans nos sections moteurs et déclenchaient les explosifs les plus puissants que leur espèce pouvait fabriquer. Combien de vaisseaux avez-vous perdus? 47 vaisseaux capitaux détruits. 63 autres tellement endommagés qu'ils ont dû battre en retraite. Et nous n'avions même pas encore atteint la surface de la planète. Le cantina était maintenant complètement silencieuse. Même la musique de fond s'était arrêtée. Mais l'amiral Steve Carter, le commandant de la flotte humaine, n'avait pas terminé. Pendant que nos vaisseaux étaient attaqués par des chasseurs, les stations de défense orbitale de Carter ont ouvert le feu avec des armes que nous n'avions jamais vues auparavant. Quel genre d'armes? Des projectiles cinétiques accélérés à des vitesses incroyables à l'aide de lanceurs électromagnétiques. De simples morceaux de métal se déplaçant si vite qu'ils pouvaient transpercer l'armure de nos vaisseaux comme du papier. Le visage cicatrisé de Qatar se tordit de douleur. La bataille de défense orbitale a duré 6 heures. Quand elle s'est terminée, nous avions perdu plus de la moitié de notre flotte d'invasion. Mais vos troupes terrestres ont quand même réussi à atterrir à la surface de la planète, dit un soldat avec espoir. C'est là que le véritable cauchemar a commencé. Les humains ne défendaient pas seulement leur ville. Chaque personne sur la planète nous combattait. Que voulez-vous dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Les civils humains, leurs ouvriers, leurs enseignants, leurs enfants, leurs personnes âgées. Chacun a pris les armes et a attaqué nos soldats. Qatar se leva à nouveau et commença à faire les 100 pas autour de la table. Mon unité a atterri près d'une ville humaine appelée Denver. Nous nous attendions à affronter leur armée, mais nous nous sommes retrouvés à combattre des familles humaines qui s'étaient embarricadées chez elles et refusèrent de se rendre. Des familles. Des parents apprenant à leurs enfants à utiliser des armes à feu. Des personnes âgées fabriquant des engins explosifs dans leur cuisine. Des adolescents coordonnant des activités de résistance à l'aide de leurs réseaux informatiques primitifs. La voix du vétéran devint tendue. Nous avions des ordres de minimiser les pertes civiles, mais les humains ne nous l'ont pas permis. Ils ont transformé chaque bâtiment en forteresse, chaque rue en champ de bataille. Il n'y avait pas de civils, parce que tout le monde était un combattant. Sûrement que votre entraînement vous a préparé à la guerre urbaine, suggéra Ziltak. Rien ne nous a préparés à cela. Les humains ne se battaient pas comme n'importe quelle armée que nous avions étudiée. Ils se battaient comme un seul organisme se défendant. Qatar cessa de faire les 100 pas et regarda directement les jeunes soldats. J'ai vu un enfant humain, qui ne pouvait pas avoir plus de 12 ans, faire exploser une bombe qui a tué 5 de mes soldats. L'enfant est mort aussi, mais elle souriait en le faisant. Les soldats autour de la table semblèrent écœurés. Mais le moment qui m'a brisé, continua Qatar,
C'est lorsque nous avons acculé un groupe de soldats humains dans les montagnes à l'extérieur de la ville. Ils n'étaient que 50 contre 500 des nôtres. Ils étaient encerclés, à court de munitions, et n'avaient aucun espoir d'être secourus. Se sont-ils rendus? Le soldat Alex Morgan, leur chef, nous a envoyé un message. Il a dit qu'il se battrait jusqu'à ce que le dernier humain soit mort. Et si nous voulions gagner, nous devrions les tuer tous. La main restante de Qatar se serra en un point. Alors, nous l'avons fait. Il a fallu 72 heures de combat continu. Les humains ont tenu ce col de montagne sans nourriture, sans eau, sans sommeil. Ils ont utilisé des pierres et des bâtons quand leurs armes ont manqué. Ils se sont battus à main nue quand ils n'avaient plus rien d'autre. Tous les 50 sont morts. Tous les 50 sont morts. Mais ils ont tué 200 de mes soldats avant. La cantine était si silencieuse que tout le monde pouvait entendre la respiration laborieuse du vétéran. C'est là que j'ai compris ce que nous combattions vraiment. Pas seulement des humains, mais l'idée d'humanité. Chaque personne sur cette planète préférait mourir plutôt que de se soumettre à la conquête. Mais vous avez dû gagner finalement, dit un soldat désespérément. Qatar secoua lentement la tête. Les humains ont activé ce qu'ils ont appelé une impulsion électromagnétique planétaire. Chaque pièce de technologie zapirienne sur la planète a cessé de fonctionner instantanément. Nos vaisseaux, nos armes, nos communications, tout. Comment est-ce possible? Ils avaient caché des dispositifs dans le réseau électrique de leur planète. Lorsqu'ils ont activé l'impulsion, cela a désactivé tous les systèmes électroniques de leur monde entier, y compris les leurs. Ils ont désactivé leur propre technologie, tout. Les humains ont sacrifié leur civilisation technologique entière juste pour nous arrêter. Qatar s'assit lourdement. Nos soldats se sont retrouvés bloqués à la surface sans équipement fonctionnel. Et les humains, qui connaissaient leur monde mieux que nous n'aurions jamais pu le faire, ont commencé à nous chasser en utilisant des armes primitives et leur connaissance du terrain. Qu'est-il arrivé à votre unité? Sur les 500 soldats de mon groupe, seuls 12 ont survécu assez longtemps pour que les vaisseaux de sauvetage arrivent. Les humains avaient transformé leur planète entière en un piège mortel pour les envahisseurs. Les jeunes soldats regardèrent Qatar en silence absolu. C'était la fin de l'opération Terre pourpre. Nos dirigeants avaient enfin compris que l'asservissement de l'humanité exigerait l'anéantissement de chaque être humain, et il était évident que ceux-ci étaient prêts à mourir en combattant. La cantine resta silencieuse, tandis que Ketvar achevait son verre. Autour de la table, les jeunes soldats étaient pétrifiés, le visage blême de stupeur et d'incrédulité. D'autres clients s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de la table du vétéran pour prêter l'oreille. Ketvar scruta tour à tour chacun des jeunes soldats. Leur assurance initiale s'était complètement évaporée, laissant place à une expression qui ressemblait à de la peur. « Alors, c'est ça votre récit sur les humains ?» demanda finalement Ziltak, la voix à peine audible. « Mais nous avons gagné la guerre, n'est-ce pas? L'Empire a signé un traité de paix. Nous avons dû les vaincre d'une manière ou d'une autre. » Ketvar eut un rire dénué de toute gaieté. « Les vaincre? Est-ce ce qu'on enseigne aux nouvelles recrues maintenant? » « La guerre s'est terminée il y a 15 ans, dit un autre soldat. Il doit y avoir eu une sorte de victoire. La guerre a cessé parce que nos commandants ont pris conscience d'une vérité terrifiante, répliqua Ketvar. Nous aurions sans doute pu anéantir l'humanité en mobilisant chaque vaisseau de notre flotte et en tuant chaque être humain existant. Mais ce serait au prix de la destruction complète de notre propre civilisation. Il désigna son bras manquant et son visage balafré. Voilà ce que 3 années de combat contre les humains m'ont infligé. Imaginez ce que 10 années de lutte leur feraient subir à notre espèce entière. Mais le traité de paix signifie sûrement que nous avons obtenu un certain avantage, insista Ziltak. Le traité de paix existe parce que notre haut commandement a jugé que les humains étaient trop dangereux pour être combattus et trop précieux pour être détruits. Alors, au lieu de la conquête, ils ont opté pour la collaboration. Ketvar se leva lentement et retourna vers la fenêtre. Le traité n'a pas été signé parce que nous avions vaincu l'humanité. Il a été signé parce que l'humanité nous a convaincus que la poursuite de la guerre mènerait à une annihilation mutuelle,
et ils ont clairement fait savoir qu'ils étaient parfaitement à l'aise avec cette issue. « Que voulez-vous dire » demanda un soldat. Lors des dernières négociations de paix, l'ambassadeur humain a fait une simple déclaration à nos dirigeants. Elle a dit « Si cette guerre perdure, nous nous battrons jusqu'à ce que chaque humain soit mort, et nous emporterons le plus grand nombre d'entre vous avec nous. Le choix vous appartient. » Le vétéran se retourna pour faire face au groupe. Nos dirigeants ont fait le calcul. Même si nous gagnions, le coût de l'anéantissement de l'humanité affaiblirait tellement notre empire que d'autres espèces nous domineraient à leur tour. Alors, les humains nous ont menacés pour obtenir la paix ? Demanda Ziltak. Non, ils nous ont offert un choix. Nous pouvions continuer à combattre une espèce qui ne se rendrait jamais, ne battrait jamais en retraite et ne cesserait jamais d'apprendre à nous tuer plus efficacement. Ou nous pouvions faire la paix avec des êtres qui avaient prouvé qu'ils étaient absolument déterminés à survivre à tout prix. Kedvar se rassit à la table. Nos dirigeants ont privilégié la paix, et au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis la signature du traité, ce choix s'est avéré judicieux. Pourquoi ? Demanda un autre soldat. Parce que durant ces 15 années, l'humanité s'est remise de la guerre. Leur population a cru, leur technologie a progressé. Ils ont reconstruit leur armée et étendu leur territoire. L'œil unique du vétéran se fixa sur quelque chose de lointain. Mais surtout, ils ont analysé tout ce qui s'est passé durant notre conflit. Chaque bataille, chaque tactique, chaque arme que nous avons utilisée contre eux. Les humains ont tout étudié. « Que dites-vous » demanda Ziltak nerveusement. « Je dis que l'espèce que nous avons combattue il y a 15 ans n'était rien comparé à ce que l'humanité est devenue aujourd'hui. Les humains que nous avons à peine vaincus travaillaient avec une technologie rudimentaire et des ressources limitées. Les humains d'aujourd'hui possèdent des armes avancées, de meilleurs vaisseaux, et, surtout, ils savent exactement comment se battre. » Kedvar se pencha en avant sur la table. « Comprenez-vous ce que cela signifie pour l'avenir » Les jeunes soldats se regardèrent, incertains. « D'ici 5 ans, l'humanité aura totalement récupéré de notre guerre. Dans 10 ans, elle disposera d'une technologie qui surpassera la nôtre. Dans 20 ans, elle explorera au-delà de son système solaire et entrera en contact avec d'autres espèces. « Dites-vous qu'ils vont nous attaquer » demanda un soldat. « Je dis qu'ils n'en auront pas besoin. Lorsque les humains commenceront leur expansion dans la galaxie, ils seront si avancés que les combattre sera impossible pour toute espèce connue. » La voix de Kedvar devint très sérieuse. « Mais voici la chose la plus cruciale que vous devez comprendre à propos des humains. Ils se souviennent de tout. Chaque espèce qui les a combattus, chaque bataille qu'ils ont perdue, chaque ami qu'ils ont enterré. Les humains ne pardonnent pas et n'oublient pas. Alors, que devrions-nous faire ? Demanda Ziltak. Lorsque vous rencontrerez des humains pendant votre patrouille, et cela arrivera un jour, rappelez-vous cette conversation. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur leur capacité et leur détermination. » Le vétéran se leva pour partir, mais marqua une pause au bord de la table. Plus important encore, souvenez-vous que les humains jugent les autres espèces par leurs actions, non par leurs paroles. Si vous les traitez avec respect, ils répondront avec respect. Si vous les menacez, ils répondront par une guerre totale. « Mais que faire si nous devons les affronter » demanda un autre soldat. Kedvar regarda le jeune soldat avec une certaine pitié. « Si vous devez vous battre contre des humains, priez toutes les divinités auxquelles vous croyez pour que le conflit se termine vite, car une guerre prolongée avec l'humanité détruirait les deux espèces, et les humains sont parfaitement à l'aise avec cette issue. » Il se tourna vers la sortie de la cantine, puis s'arrêta une dernière fois. « Vous m'avez demandé plus tôt si les histoires sur les humains étaient un vrai. Maintenant, vous savez. Tout ce que vous avez entendu chuchoter dans les coins sombres est rejeté comme impossible. Tout est arrivé. Tout était réel. Pourquoi nous dites-vous cela » appela Ziltak. Kedvar fit une pause dans l'embrasure de la porte et jeta un regard en arrière sur le groupe de jeunes soldats. « Parce que dans 5 ans, lorsque les vaisseaux humains apparaîtront dans notre territoire, je souhaite que quelqu'un se souvienne de cette conversation.
je souhaite que quelqu'un comprenne que les êtres à bord de ces vaisseaux ne sont pas simplement une autre espèce à conquérir ou avec laquelle négocier. Son visage cicatrisé était partiellement dissimulé dans l'ombre, mais son œil restant brillait d'une connaissance terrible. Les humains sont une nouveauté dans la galaxie, quelque chose que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Ils allient l'intelligence des espèces les plus avancées à la cruauté des plus primitives. Ils peuvent construire des vaisseaux stellaires qui voyagent entre les mondes, et ils peuvent se battre avec des bâtons et des pierres s'il le faut. Qu'est-ce qui les rend si différents ? Demanda Silak. Toutes les autres espèces de la galaxie se battent pour le territoire, les ressources ou l'avantage politique. Les humains se battent pour la survie. Et lorsqu'une espèce se bat pour sa survie, elle utilisera n'importe quelle méthode, n'importe quel sacrifice, n'importe quelle horreur nécessaire pour gagner. Kedvar fit un pas de plus vers la sortie. Souvenez-vous de ceci quand vous les rencontrerez. Les humains ne veulent pas conquérir la galaxie. Ils veulent y survivre, mais si vous menacez leur survie, ils réduiront en cendres tout ce qui les entoure pour s'assurer de ne pas être détruits seuls. N'y a-t-il aucun moyen de coexister avec eux ? Demanda un soldat. Le vétéran marqua une dernière pause dans l'embrasure de la porte. Bien sûr que oui. Le traité de paix a duré 15 ans parce que nous avons appris à respecter leurs frontières et à les traiter comme des égaux. Les humains peuvent être des alliés généreux et des partenaires commerciaux précieux. Sa voix devint froide. Mais si vous en faites vos ennemis, ils vous pourchasseront à travers les étoiles jusqu'à ce que vous soyez morts ou qu'ils le soignent. Et ils sont très doués pour s'assurer que ce n'est pas eux qui meurent. Sur ces mots, Kedvar sortit de la cantine et disparut dans les couloirs bondés de Xerion Prime. Les jeunes soldats restèrent assis en un silence stupéfait autour de la table, regardant les bouteilles vides et essayant de digérer tout ce qu'ils avaient entendu. D'autres clients de la cantine commencèrent à discuter à voix basse, évoquant le récit du vétéran et ses implications. Le mot se répandrait dans toute la station, puis vers d'autres mondes, portant l'avertissement de Kedvar à quiconque voudrait l'écouter. Ziltak rompit finalement le silence à leur table. Pensez-vous qu'il disait la vérité ? Les autres soldats la regardèrent, puis les cicatrices sur la table où les attaches du bras prothétique de Kedvar avaient rayé la surface. Les preuves de ses blessures étaient bien réelles. « Je crois, » dit un soldat lentement, « que nous devons être très prudents lors de notre mission de patrouille. »« Et je crois, » ajouta un autre, « que nous devrions espérer ne jamais avoir à vérifier si ces histoires sont vraies. » Ils restèrent assis dans la cantine sombre pendant une autre heure, buvant et réfléchissant à l'humanité et à l'avenir de la galaxie. Aucun d'eux n'oublierait jamais l'avertissement de Kedvar. Et un jour, lorsqu'ils rencontreraient des humains pour la première fois, ils se souviendraient des paroles du vétéran. Ils se souviendraient et choisiraient leurs actions avec la plus grande prudence.